Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, une émission qui est consacrée, vous le savez, au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler d'une femme d'exception, Colette Lebret, médecin chalandaise, alpiniste de haute voltige qui a participé à la première expédition féminine dans l'Himalaya en 1959. C'est Alain Joanneau qui lui consacre une exposition et puis un ouvrage. Il vient nous en parler dans cette émission. Que la montagne est belle. Et oui, que la montagne est belle, qui plus est quand il s'agit du toit du monde et l'Himalaya sous la neige et les avalanches. Allez, qu'importe le flocon, pourvu qu'on ait l'Everest. Alain Joanneau nous propose une rencontre au sommet, une rencontre avec une femme d'exception, Colette Lebret. Il lui consacre une exposition, un ouvrage, et pour réaliser ce travail, Alain n'a pas hésité à mettre le pied à l'étrier, s'est mis en cordée, il est descendu en rappel dans les photos, les souvenirs familiaux, un œil sur les articles et les coulées de mots, un autre œil sur les éboulis de sens, prenant soin de ne pas tomber au fond des présupposés, évitant les raccourcis abrupts. Il a gardé son aplomb, pris de la hauteur et de l'altitude pour servir un portrait des plus fidèles et des plus touchants, celui de Colette Lebret. Grâce à lui, si la montagne n'accouche pas d'une souris, l'Himalaya accouche d'un sourire, celui de Colette Lebret, une héroïne, femme d'exception. Qui était-elle? Quelle est son histoire? Que faisait-elle? Et quelle place occupait-elle dans cette expédition dans l'Himalaya en novembre 59? Quel fut son destin? Eh bien, pour nous en parler et répondre à toute cette avalanche de questions, on est très heureux de recevoir Alain Joanneau. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci de m'accueillir. Avec plaisir, et puis avec plaisir d'entendre cette histoire un peu hors norme de Colette Lebret. Oui, parce qu'en 1959, lorsque Claude Cogan a annoncé à la jante masculine qu'elle voulait faire une expédition au Choyu, donc dans l'Himalaya, à 8153 mètres, c'était plutôt mal vu par la jante masculine. La jante masculine. Ouais. C'était quand même une première. Une première. On en parle dans un instant. Avant de se lancer vraiment dans son épopée et son histoire, permettez-moi de vous présenter quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Pierre Bertrand. Bien sûr. Vous connaissez? Beaucoup. Beaucoup, hein. C'est un compagnon de route. Compagnon de depuis route. pas mal d'années. Ouais. Derrière, c'est l'Art Expo. Oui, derrière, c'est l'Art Expo. Oui. Justement, il y a plein de gens très bien à l'Art Expo. Donc, On n'en doute pas un instant. ça vaut le coup d'en faire venir un de temps en temps, parce qu'autrement, on va dire qu'on accapare le studio. Sinon, appelons-la Art Expo. Ah oui. N'empêche que je rappelle qu'à chaque émission, on a un peu d'Art Expo avec les archives, qu'on passe. Ouais, hein. ouais. Et c'est vrai que, heureusement qu'il y a cette organisation derrière pour alimenter tout ça. Oui, ben, je connais évidemment bien Alain, et c'est pour ça que pour moi c'est un plaisir de l'avoir à mes côtés. Hein. On est souvent ensemble là. L'histoire de Colette Lebret, évidemment, émeut tous les gens de notre secteur là-haut. Puisqu'en plus elle a une histoire pas banale non plus, que je vous laisse développer. Et voilà, et j'en profite pour dire qu'on aura deux archives qui sont aussi des productions de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a été un bon compagnon de route aussi. Donc je le citerai tout à l'heure. D'accord. Parce que voilà, c'est une personnalité pour moi. Ouais. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'accord. Bon, on entend ça dans un instant. Alain Joanneau, qui est Colette Lebret? Bien, Colette Lebret est née le 5 avril 1920 à Chaland. Elle est fille d'un industriel chalandais, Alexandre Lebret, qui exploitait des fours à chaux, auxquels je m'intéresse actuellement. Ça fera l'objet d'un article dans un autre dans une autre revue. Et Colette Lebret, donc, après ses études secondaires sur La Roche, est allée à Nantes, comment ça s'appelle, Blanche de Castille. Blanche de Castille. Et avait déjà un caractère bien trempé, puisque elle montait sur les toits pour fumer sa cigarette. Et ensuite, donc, elle a fait son doctorat de médecine.
Elle était très sportive. C'est elle qui a créé le centre hippique du Molin à la Garnache, donc à la sortie de Châlons, et qui était partie prenante également au Haras des Prennes à Saint-Gervais. Elle faisait du tennis. Le soir, après ses consultations, elle allait faire du cheval à Saint-Jean-de-Mont sur la plage. Bref, c'était... Et tous les ans, au mois de février, elle allait rejoindre son amie qu'elle avait connue à l'école normale supérieure De médecine d'athlétisme. D'athlétisme, Parce qu'elle était médecin également. Elle accompagnait Les équipes. tous les étudiants donc, d'athlétisme. Et elle avait connu Jeanne Franco, qu'elle allait rejoindre tous les ans au mois de février pour faire du ski, soit à Chamonix, soit en Suisse. Et c'est par son intermédiaire qu'elle a connu Claude Cogan, donc, qui était à l'initiative de cette expédition, et qui l'a recruté pour être le médecin de cette expédition. Donc du toit de Blanche de Castille, où elle parfumait, voilà, au toit du monde, il y a un homme. Et c'était quand même vraiment je vois les images là, derrière vous. L'expédition, c'était une très grande sportive, parce que c'est elle sans doute qui a fait la plus grande marche de cette expédition, puisque Pourquoi ? Elle est allée, bien sûr, elle a monté comme tout le monde. Oui, Donc, elle a fait les 300 premiers kilomètres, très durs. Et arrivée au camp de base, à 5600 mètres d'altitude, il a fallu qu'elle redescende 2 des coéquipières, une parce qu'elle faisait un début de phlébite et l'autre qui était handicapée par l'altitude. D'accord, donc elle redescend. Donc elle redescend. Ok. Et elle remonte. Elle retrouve le groupe. Et elle retrouve le groupe. Voilà. Ouais. Donc oui, c'était... Et puis bien entendu, c'était pas du tout comme on peut le voir à l'heure actuelle, hein, où je suppose qu'à l'heure actuelle, elle aurait été transportée par un hélicoptère. Là, c'était à pied. Ouais. Et du coup, ce groupe, qu'est-ce qui poursuit ça ? Alors, le groupe a poursuivi, bien sûr, d'étape en étape, hein, de camp en camp. Et elle, dans cette région, parce qu'ils étaient accompagnés quand même de 150 porteurs. D'accord. Dans cette région-là, c'est vrai qu'on peut s'offusquer aussi de voir, parce que ce sont des jeunes gens, les Sherpas qui portaient 30 à 50 kilos sur le dos. De matériel. On peut s'offusquer de les faire travailler si jeunes, mais c'est leur façon de vivre, c'est leur gagne-pain. Ouais. Voilà. Alors, donc, toutes ces familles avec de jeunes enfants attendaient le médecin sur les bords du sentier pour avoir des soins de ceci ou de cela. Donc elle a apporté son concours. Donc elle se prête tout au long de l'expédition. Tout au long de l'expédition. À des consultations. Voilà. Et la suite de cette expédition, c'est quoi ? Alors, donc après cette longue marche de 300 km avec des dénivelés très importants, hein, des dénivelés d'environ 2000 mètres d'altitude, hein, ça arrivait, hein, entre 1000 et 2000 mètres. Ils ont rejoint donc le camp de base. Après le camp de base, vers le début novembre, ils ont rejoint le col du Nangpala, donc la route vers le Tibet, et en direction donc du camp 1, pour après gravir camp 2, camp 3, camp 4, jusqu'à donc 8153 mètres. Mais malheureusement, ils n'iront pas jusqu'à 8153 mètres, puisque le 2 octobre, oui, c'est le 2 octobre, le 2 octobre, il y a eu une avalanche et le camp 4 a été complètement détruit. Donc, alors que Claude Cogan
qui était accompagné de Claudine van der Straten, avait toujours dit que si le temps se gâtait, ils reviendraient au camp 3. Et là, ils ne font pas marche arrière. Et ils ne font pas marche arrière, ils continuent au contraire. Et ils ont été ensevelis alors qu'ils étaient sans doute, parce que ça s'est passé dans la nuit, ils étaient sans doute sous la tente. Alors, ils n'ont rien vu venir. Ils n'ont rien vu venir. Voilà, donc, il y a un des Sherpas qui les accompagnait, qui a réussi, lui, à redescendre, enfin du camp 3, et est redescendu jusqu'au camp de base. Mais il avait les mains complètement gelées, il avait de la neige jusqu'à la taille. Et Colette Lebret a réussi à lui apporter des soins. Ouais. Et l'a réconforté. Ouais. Avec, elle le dit, Colette Lebret, il préférait sans doute le whisky aux médecines que je lui prodiguais. Donc voilà. Et donc, c'est pour ça c'est elle qui a fait le plus de kilomètres. Ah ben tout à fait, oui. Et l'issue après, comment ça se... Alors ils ont attendu 15 jours avant qu'ils puissent remonter et voir s'ils trouvaient d'autres survivants. Et c'est qu'au bout de 15 jours, parce que le temps s'y prêtait, ils ont remonté donc jusqu'au camp 4 et là ils n'ont rien trouvé. Ils ont ramené uniquement du camp 3, ils ont ramené le sac d'un des Sherpas. D'accord. Et Colette Lebret, elle, si on veut comprendre, elle était restée au camp... Elle était redescendue au camp de base, ouais. C'est-à-dire à 5600 mètres. Ouais. Et puis ensuite, elle remontait de camp en camp. D'accord. Ouais. Elle a été remerciée, cette histoire, après, comment ça s'est... Oui, à l'époque, ça avait fait grand bruit, puisque c'était suivi par Paris Match, par le Daily Express, par également un journaliste suisse aussi, avec lesquels, d'ailleurs, il y a eu pas mal de soucis, parce qu'il y avait des bobines de films qui avaient été volées au dernier moment. Ils ont eu énormément de mal à les récupérer par les Anglais, par le Daily Express. Et à l'issue de cette... bien sûr, il y a eu une réception à Paris. Ils ont été reçus également par les différents journalistes à l'époque. Elle a fait l'objet également d'émissions, 5 colonnes à la une notamment, à l'époque. Et puis lorsque le général de Gaulle est passé en 1965 en Vendée, eh bien, il avait demandé à saluer, à rencontrer Colette Lebret, donc, qui lui a été présentée par le docteur Léveillé de Challans sur la place de l'église, puisque c'est là que ça se passait, à Challans. Et elle a été reçue également par Valéry Giscard d'Estaing en 1975 pour la première journée de la femme. Ah oui, d'accord. Une façon de rendre hommage à ce qu'elle avait fait dans l'Himalaya. D'accord. Et comment vous avez travaillé pour bâtir son histoire? Sur quel type d'archives vous avez les articles de presse? Et puis après, comment ça s'est passé? Alors, bien sûr, il y a les articles de presse, mais... en 2013, avec mon ami Jean-Pierre, nous avions fait la monographie du canton de Challans. Et dans lequel j'avais cité Colette Lebret. J'avais fait un article sur elle déjà à cette époque-là. Et j'avais entendu dire que sur cette expédition, il y avait eu un film de fait, réalisé. Avec des images. Et en recherchant sur Internet, j'ai réussi à retrouver ce film. Et comble de bonheur, je suis tombé sur le nom de la réalisatrice qui faisait partie également de cette expédition. Ok, d'accord. Et qui était toujours en vie.
Donc Excellent. j'ai réussi à trouver ses coordonnées, je l'ai appelé, je l'ai invité en juillet 2013 à la sortie donc de cette monographie cantonale, et elle est venue nous présenter son film Voyage sans retour. Voyage sans retour. Et satisfaite du travail que nous faisions à l'Art Expo, elle m'a dit vouloir me donner tout son fonds photographique, puisqu'elle était photographe professionnelle. Ouais. Donc bien sûr, ça nous intéressait. Oui, au niveau du travail d'Art Expo, ouais. Et on est restés amis, on s'est rencontrés assez souvent, et à 2 reprises, je suis revenu d'Annecy, où elle habite actuellement, avec mon coffre plein de diapositives. Voilà. Et pendant la pandémie, en 2019, elle s'est dit, tiens, ça serait pour m'occuper, je vais ressortir mon roadbook et essayer de reformuler ça. Ça va m'occuper. Puis elle m'envoyait tous les jours, elle m'envoyait une page. Et je me suis dit, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut le publier. Ouais. Alors elle était enchantée, bien sûr, que l'on s'intéresse à son histoire. Ouais. Et d'autant que le roadbook, je sais que Colette Lebret avait fait également un roadbook, mais on n'a jamais pu mettre la main dessus. D'accord, il est resté dans... Donc... ayant vécu la même histoire, je me suis dit que c'était le moment opportun pour remémorer aux Français cette histoire, cette expédition hors norme. Voilà. Très bien. Je vous propose, on va marquer une petite pause avec une illustration toujours de cette même histoire de Colette Lebret avec Jean-Pierre Bertrand de Bouche à Oreille. Oui, alors, évidemment, à l'époque où tout ça s'est passé, c'était une personne très en vue. C'était un peu exceptionnel, il faut reconnaître. Et ça n'a pas échappé à l'attention de Jacques Beau, qui à l'époque était un enseignant selon la méthode Freinet. Oui, d'accord, pédagogie Freinet. Ouais, et il avait pour habitude... depuis, je sais qu'il y a à peu près 200 heures d'enregistrement, d'aller avec ses élèves rencontrer des gens, toutes sortes de gens. Les enfants qui jouent les journalistes. Il est allé rencontrer des bourrineurs. Ça a permis de faire, dans le cadre de l'éducation nationale, une revue qui s'appelle la BJ, BJ Jeunesse. Et voilà, et il a eu d'autres idées. Les Américains étant venus... dans le pays de Mont en 1918, de faire un montage avec encore les élèves et tout ça. Et il a gagné le concours et l'Éducation nationale lui a offert le voyage avec ses élèves aux États-Unis. Super. Donc c'est quand même pas rien. Je sais que ce qu'on va entendre maintenant a été primé par l'ORTF et a été diffusé et a eu le premier prix. Donc les enfants ont posé des questions, oui, c'est ça? Oui, il avait, moi je connais trop bien, il avait ce sens de mettre en avant les enfants. Ça a été un institut reconnu par tout le monde comme étant un peu exceptionnel lui aussi. Ouais. Alors Jacques, quand il y a eu une conférence, a prêté un de ses enregistrements, et donc c'est ce qu'on va entendre. C'est ce qu'on entend. Alors j'en ai découpé, voilà, parce que c'est un bon enregistrement. Il a été fait en 1965. D'accord. Auprès des enfants de l'école de Comquier. Ok. Voilà, donc on va entendre les premières questions. Et les réponses? Et la réponse de Colette Lebret, justement. D'accord, on écoute. Alors, comment a commencé l'ascension du mont? Avant l'ascension, une marche d'approche de 3 semaines. On a fait à peu près 300 km à pied pour arriver au camp de base, c'est-à-dire au pied de la montagne qu'on voulait gravir. Alors, le camp de base était à 5600 mètres. Le sommet de la montagne faisait 8100 mètres. Il y avait donc 3000 mètres encore à gravir.
Et on a commencé par amener toutes les provisions et tout le matériel au camp de base. Et il a fallu ensuite acheminer petit à petit. Tout se fait à dos d'homme. On avait au départ de Katmandou 150 porteurs qui avaient chacun entre 30 et 50 kilos sur le dos. Mais on avait 10 Sherpas. Que veut dire Sherpa? Le Sherpa, c'est un guide de montagne, si tu veux, mais un guide népalais. Eh oui, que veut dire? C'est aussi très bien d'avoir les questions spontanées et Voilà, naïves c'est des pour enfants. ça que je me Très- suis dit, puis c'est un hommage à ces enfants À aussi, ces enfants, parce que et puis, s'ils s'entendent ce aujourd'hui, témoignage. en 65, ils ont un certain âge maintenant, quand même. Ouais. Ouais. Donc voilà, et puis la deuxième séquence, c'est la fin de l'interview. C'est évidemment les gamins qui disent comment ça c'est fini, quoi. Eh oui. Alors malheureusement, c'était un long passage. Il a fallu couper. Oui, voilà. D'accord. J'ai Eh ben, on écoute ce récit. Et comment s'est terminée l'ascension, là, l'expédition? Eh bien, elle s'est mal terminée parce que l'équipe qui était en tête, qui était composée de Claude Cogan et Claudine van der Straat, qui étaient les deux alpinistes les plus confirmés et qui étaient les plus en forme, était donc à établir le camp 4. Alors, elle montait du camp 3 au camp 4 pour porter des bouteilles d'oxygène, des vivres, du matériel et des tentes qu'elle devait laisser. Et il y a eu 2 jours de mauvais temps. Il a neigé pendant 50 heures. Puis le lendemain matin, au lieu d'avoir un temps froid avec du vent, toute la neige qui était tombée glissait de toutes les faces des montagnes. Alors elles sont mortes, elles ont été emmenées, elles ont dû être prises sous la tente alors qu'elles étaient encore couchées et ensevelies sous des tonnes et des tonnes de neige. On ne les a jamais retrouvées. Eh oui. Terrible expédition. Après cette expédition, elle est revenue à Chaland. Elle, donc Oui, docteur. elle a rouvert son cabinet, rue Bonnefontaine. Et c'est en 62. Oui, et après, elle l'a transféré boulevard Clémenceau. Et c'est malheureusement en 84. En 84, elle a été tuée par l'un de ses patients de plusieurs coups de fusil. Elle suivait ce patient à Belbarillon tous les lundis. Elle allait lui faire des piqûres de morphine parce qu'il avait fait une chute, je crois que c'est une chute de cheval, oui d'ailleurs, et il était en fauteuil roulant. Et il souffrait pas mal. Donc il avait régulièrement des piqûres de morphine. Et probablement que, c'est ce que certains pensent, que ce malade lui reprochait ses soins qui ne soulageaient pas suffisamment. Et ce mélange du rapport avec le cheval et puis cette médecine qui pour lui était sans doute insuffisante, l'a amené dans un moment de folie à tirer sur son médecin. Quoi. Ouais. Ah ouais. Destin hors norme, une histoire passionnante. Colette Lebret. On retrouve donc, ça a fait l'objet d'une exposition, et puis de cet ouvrage, donc l'histoire de Colette Lebret, on peut disponible à la vente, dans toutes les librairies, dans toutes les librairies, on peut le retrouver. Et puis, après, vous avez d'autres projets, vous parliez là dans les projets à venir. Oui, je continue. Sur les fours à chaud, j'avais voulu creuser davantage sa fin de vie, mais malheureusement, le dossier d'enquête policière n'est pas accessible. N'est pas accessible, donc du coup... Donc, mais là, oui, je suis en train d'étudier de façon très approfondie l'histoire des fours à chaud, parce que ça n'a encore jamais été fait.
Et puis, il y en avait énormément, surtout le nord-ouest de la Vendée, bien plus que l'on pense. Donc c'est toute une industrie à l'époque que l'on a tendance à oublier. Eh ben, ça fera l'objet d'une autre émission, d'un autre sujet. En tout cas, Alain Joanneau, merci beaucoup d'être venu nous parler donc de Colette Lebret. Merci aussi aux archives et cette interview réalisée par les enfants. Je trouve que c'était bien qu'on puisse l'entendre. C'est un beau cadeau. Un beau cadeau, ouais. Merci à vous. Et puis on va se dire comme à chaque fin d'émission, à Bétoute. À Bétoute. Eh ben voilà, à Bétoute.